Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des batchs qu'on exécute avec une empreinte environnementale qui soit moindre? Eh bien, c'est une très bonne question, enfin moi je trouve. Et pour essayer d'y répondre, ça me paraît important de commencer par retrouver un petit peu de contexte, à remettre les choses dans le paysage. Pour ça, on va commencer par jeter un œil à l'empreinte environnementale du numérique, et plus exactement l'empreinte carbone. Je vais principalement parler de l'empreinte carbone, je vais laisser volontairement de côté le reste de l'empreinte environnementale. Aujourd'hui, l'empreinte environnementale, enfin carbone du numérique, c'est grosso modo 5% de l'ensemble. Ça peut paraître peu, mais c'est déjà le double de l'aviation civile. En gros, en prenant l'avion une fois de temps en temps, vous avez moins d'empreintes qu'en utilisant du matériel numérique au quotidien. Bref. Mais néanmoins, c'est genre le tiers des plus gros morceaux du reste de l'empreinte. Donc on pourrait se dire que finalement, c'est pas si pire. Le problème, c'est que le numérique est un des rares domaines dans lequel l'empreinte environnementale continue de grimper, alors que partout ailleurs, il y a des efforts qui sont déjà en place pour au moins stabiliser, voire commencer à diminuer cette empreinte. Et dans un monde où l'empreinte carbone mondiale, il n'y a pas genre un secteur qui représente 70%, et c'est là-dessus qu'il faut taper pour réussir à craquer le problème, et où pour que les Français aient une empreinte carbone qui soit viable à l'horizon 2050, il faut qu'on passe de 11 tonnes équivalent CO2 par an par habitant en France à 2. Faut vraiment taper partout en fait, on n'a pas le choix. C'est faisable en travaillant sur tous les secteurs d'activité. Bienvenue dans le monde du numérique, on va faire notre part du boulot. Si on descend un cran et qu'on jette un œil sur l'empreinte du carbone du numérique, d'un point de vue mondial, il y a 65% de l'empreinte qui est sur les terminaux. Une vingtaine pour les réseaux, donc ça va être tout ce qui va être la 4G, les réseaux télécoms, la fibre, etc. Et puis les centres informatiques, les data centers, qui vont représenter les 15 derniers pourcents. Quand on fait des batchs, on tape principalement sur les 15 derniers pourcents. Donc on peut se dire que, on s'en fout. À savoir que cette empreinte, je réponds à la question juste après, à savoir que cette empreinte, elle représente la partie à la fois fabrication, utilisation et fin de vie des matériaux, etc. En fait, c'est utile parce que, comme la majorité de l'empreinte, elle est sur les terminaux, à la fabrication des terminaux, pour être plus précis, et quand on regarde la France, ça représente genre 80% de l'empreinte, c'est la fabrication des terminaux. Pour diminuer l'empreinte du numérique, il faut faire en sorte que les terminaux qu'on fabrique puissent être utilisés le plus longtemps possible. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut faire en sorte de les ménager d'un point de vue des sollicitations, et faire en sorte qu'un téléphone ou un ordi qui a 5 à 10 ans d'âge soit encore tout à fait utilisable et des performances qui soient acceptables pour nous. Ça veut dire décaler pas mal de traitements qui sont faits potentiellement sur les terminaux ailleurs. Ce ailleurs, ça va être les data centers. Il faut qu'on fasse quelque chose pour pouvoir faire en sorte que les traitements qu'on fait dans les data centers soient capables d'accueillir déjà ce qu'on y fait aujourd'hui avec une empreinte moindre, mais aussi les traitements qu'on va déverser petit à petit depuis les terminaux de façon à faire en sorte qu'ils soient les moins, entre guillemets, les moins intelligents possibles et donc puissent durer le plus longtemps possible. Donc, on décale des traitements vers le bac. Parfois, on fait avec des batchs. Comment est-ce qu'on fait pour diminuer l'empreinte environnementale de nos batchs, puisque c'est le sujet du jour? Eh bien, ça va se passer en plusieurs étapes. Et la première, c'est quoi le besoin? Parce qu'en fait, ça se trouve, on vous dit, merci de nous filer un coup de main pour créer un batch pour faire telle ou telle chose. Mais vous connaissez peut-être le principe du problème XY, c'est-à-dire que quelqu'un se pointe en disant « Hey, file-moi un coup de main pour mettre en place cette solution Y », alors qu'en fait, son besoin, c'est de résoudre le problème X. Et que ça se trouve, la solution Y, en l'occurrence, écrire un batch, n'est pas la meilleure solution, de loin, pour répondre à ce problème X.
Donc se reposer la question de c'est quoi le besoin, c'est le meilleur moyen déjà de se dire, en fait, est-ce que la solution sur laquelle on est en train de sauter à pieds joints est celle qui aura une empreinte environnementale la plus faible. Deuxième point, technologisme. C'est pas parce que on a une solution numérique qui peut répondre au problème que c'est celle qui aura l'empreinte environnementale la plus faible. Donc se poser la question de, en fait, est-ce que ça se trouve, ce que tu veux faire là, papier-crayon, ça marche très bien et on n'en parle plus, quoi. Dans le cas d'un batch, il ne faut pas oublier, en admettant que ce soit effectivement le batch la meilleure réponse dans le cas qui nous intéresserait, il ne faut pas oublier qu'un batch, ça crée un pic de monopolisation de ressources. Puisque pendant un temps relativement court, normalement, on va faire en sorte d'avoir du CPU, de la RAM, etc., qui nous sont dédiés en un gros volume pour pouvoir réaliser un traitement. Et cette monopolisation de ressources fait qu'il n'y a pas d'autres traitements qui peuvent la manipuler en même temps. Peut-être que, en fait, un batch, en le remplaçant par un traitement au fil de l'eau, on aurait des ressources qui seraient moindres en termes de CPU et de RAM. On aurait un traitement qui serait plus long, mais qui ferait que le reste des ressources qu'on aurait libérées pourraient être utilisées pour d'autres choses. Et quand on fait un batch, à un moment donné, il va se poser la question de la reprise en cas d'erreur. Est-ce qu'on peut reprendre en cours de route? Comment est-ce qu'on fait? Etc. Bref. Admettons que le batch soit la bonne solution d'un point de vue empreinte environnementale et fonctionnement, etc., pour mettre en œuvre la solution à notre problème. Quand on veut améliorer les performances environnementales de notre batch, il va falloir commencer par les mesurer. Parce que sinon, on tire dans le noir et on ne sait pas ce qui se passe. Une fois qu'on a une petite idée de quels sont les différents éléments de notre empreinte environnementale, on va revenir un petit peu plus en détail dessus dans quelques instants, on va pouvoir sélectionner une qu'on veut mettre en œuvre, enfin sur laquelle on veut agir, et effectivement agir. Bon, et puis une fois que ça c'est fait, il y a juste à vérifier. Et c'est important de vérifier. Parce que ça se trouve, l'action qu'on a eue, elle n'a pas eu l'effet escompté, soit parce que le thermomètre, donc la mesure, est cassé, soit parce qu'en fait, on a oublié de prendre en compte un certain nombre de paramètres qui sont importants ou qu'on a mis de côté volontairement en se disant qu'ils étaient négligeables. Dans le cas d'un batch, comment est-ce qu'on peut agir vraiment? L'inconvénient du batch, c'est aussi un petit peu son avantage. C'est qu'on va faire une même chose pour plein de données différentes. Et le moindre petite optimisation, donc là vous voyez que je ne parle pas du tout d'empreinte numérique, etc. La moindre optimisation d'un point de vue performance, etc. va avoir un effet de levier puisqu'on va la répéter plusieurs dizaines de milliers de fois, plusieurs centaines de milliers de fois, etc. Donc là-dessus, on va gagner énormément en fonction de votre batch. Deuxième point, si vous avez votre batch qui tourne sur du matériel qui est en propre, dans un data center en propre, et que vous déplacez le traitement de votre batch dans ne serait-ce que des VM sur un cloud provider, en fait, vous allez commencer de la mutualisation de matériel. Pas forcément de votre VM, mais de tout ce qui va aller autour. Tous les systèmes de refroidissement, de protection incendie, etc. Donc là, vous diminuez déjà en partie l'empreinte environnementale de votre batch. Et puis si vous allez encore un cran après, on va parler de conteneurisation, c'est là où vous allez pouvoir multiplier le nombre de conteneurs que vous utilisez sur un même matériel, donc optimiser l'utilisation que vous faites de vos CPU, la quantité RAM qui sont disponibles, pour faire en sorte de faire rentrer le plus de choses possible dans le matériel minimum nécessaire. En parlant de matériel, si vous commencez à faire du Kubernetes et ce genre de choses, à un moment donné, il faut définir des limites, des requests, donc des quantités de matériel qu'on souhaite obtenir et des quantités de matériel qu'on ne veut pas dépasser. En définissant des quantités de matériel qui sont plus adaptées, j'ai pas dit ric-rac, j'ai dit vraiment adaptées, pas trop juste. Vous allez pouvoir faire en sorte de prendre la place dont vous avez besoin en laissant de la place pour les autres. Et puis, dernier point sur lequel on va s'attarder. Alors, j'entends déjà les physiciens péter un câble. 2 électrons ne se valent pas. Alors, d'un point de vue physique, c'est extrêmement faux ce que je viens de dire. Par contre, du point de vue de la production d'électricité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait bouger des électrons dans un câble, en fait, tous les moyens de production d'électricité ne se valent pas. Et une partie non négligeable de l'empreinte environnementale dans les data centers, elle est liée à la production d'électricité.
Donc, quand on parle d'empreinte carbone de la production d'électricité, en fait, on va avoir besoin d'un certain nombre de petits concepts et d'unités pour pouvoir discuter en ayant les mêmes bases. Premier point, l'équilibre P égale C. Dans un réseau électrique, à tout instant, la consommation d'électricité qui est faite est égalée par la production. Et on ajuste ça quasi temps réel. Ce que ça veut dire, c'est que l'empreinte environnementale de l'électricité que vous consommez, elle est égale à l'empreinte environnementale de l'électricité qui est produite à ce moment-là. Deuxième point, il y a une consommation qui est localisée. C'est-à-dire que, en gros, l'endroit où vous consommez de l'électricité, en fait, l'empreinte environnementale est liée à la production qui est la plus proche. Clairement, même si les réseaux européens sont interconnectés, si vous avez un data center en Espagne, l'électricité qui est consommée, c'est celle qui est produite le plus proche du data center en Espagne. Pour mesurer une quantité d'électricité, ça se fait généralement en kilowattheure. C'est des joules avec juste un coefficient multiplicateur devant, on va dire. C'est une quantité d'énergie. L'empreinte carbone, on va la mesurer en grammes équivalent CO2. Alors, le équivalent CO2, rapidement, je le mets de côté, en vous disant que en fait, le dioxyde de carbone n'est pas le seul gaz à effet de serre, c'est juste celui qu'on émet en plus grande quantité et qui représente le plus gros de notre effet de serre qu'on fabriquait artificiellement par l'humain. Le fait de parler de grammes équivalent CO2, c'est juste qu'on a mis tous les gaz à effet de serre qu'on connaît, produits par l'humain, sous la même bannière, pour avoir avec des coefficients de proportionnalité, pour avoir quelque chose de comparable. Dernier point, l'intensité carbone, c'est donc la quantité de grammes équivalent CO2 qu'on produit par kilowattheure d'électricité qu'on a produit, qu'on émet dans l'atmosphère par kilowattheure d'électricité qu'on a produit. Alors, en termes d'outils, on va avoir un outil qui s'appelle Electricity Maps. Hop. Voilà. Et cet outil, en fait, il permet deux choses. Alors, j'ai mis une carte version daltonien. Il y a une version pas daltonien. Je ne sais pas si ce sera peut-être plus lisible pour d'autres personnes. En fait, en fonction du lieu, on voit que la production d'électricité n'a pas la même empreinte environnementale. Là, il y a par exemple actuellement 17 grammes par kilowattheure en France. En Pologne, on est à 746. Il y a des facteurs d'échelle qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc ça varie en fonction du lieu où est produite l'électricité, mais ça varie en fonction du temps. Si vous regardez par exemple l'Espagne, si je reviens en arrière dans les mois, vous voyez que en fait, la couleur change au fur et à mesure. Et même sur d'autres pays. Alors ce sera peut-être plus visible. Hop. Si j'enlève le mode daltonien. Que je n'ai pas réussi à faire, c'est pas grave. L'idée, c'est de se dire que, en fait, non seulement la production, l'empreinte carbone de la production d'électricité varie en fonction du lieu, elle varie aussi en fonction du moment. Electricity Maps, c'est aussi un outil que vous pouvez taper en API et qui va vous permettre, avec l'offre gratuite, d'aller récupérer, par exemple, l'intensité carbone actuelle de la production d'électricité. Je vais vous montrer un exemple avec la France. En zone France, là, actuellement, c'est 18 grammes équivalent CO2 par kilowattheure. Alors, ça reste une estimation parce que c'est sur la tranche courante, il n'y a pas encore toutes les données, mais c'est à peu près ça. Vous pouvez faire la même chose pour obtenir l'intensité carbone des 24 dernières heures, ce qui peut vous donner un moyen de calculer l'empreinte carbone d'un traitement que vous venez de terminer. Et vous pouvez aussi obtenir la répartition de la production d'électricité par technologie dans une zone donnée. Parce qu'il y a un truc que je ne vous ai pas montré, c'est que si on regarde la quantité de CO2 émise par moyen de production d'électricité, on voit que par exemple en France, sur le mois de mai, il y en a 26% qui est lié à l'utilisation du gaz pour produire de l'électricité. Il y en a 20% qui est lié à l'utilisation du nucléaire. Sauf que ça, c'est la quantité de CO2 émise. Si on jette un œil sur la partie production électrique, on s'aperçoit qu'en fait, le gaz, il a servi à produire 0,91%, si j'arrive bien à lire d'ici, de la quantité d'électricité qui est consommée en France.
En fait, il y a vraiment une énorme disparité. Il y a un rapport de 1% entre, par exemple, le gaz et le nucléaire d'un point de vue de l'empreinte carbone. Et en fonction du mix énergétique des pays, en fait, on n'a pas la même chose. Alors, Electricity Maps, je ne vais pas vous le montrer là parce que je n'ai pas payé la licence, vous permet aussi d'obtenir des prévisions sur les 24 prochaines heures, ce qui va nous être utile un peu plus loin, et aussi d'avoir un historique qui va plus loin que les 24 dernières heures. Il y a un autre outil qui s'appelle le SDK Carbon Aware, qui est dispo sur GitHub, qui est monté par la Green Software Foundation, qui est un conglomérat de différentes grosses entreprises au travers le monde, et qui est soutenu par la Linux Foundation, et qui va grosso modo, vous offrir un système pour masquer des fournisseurs d'informations comme Electricity Maps. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous fournir une interface standardisée qui va vous permettre de vous abstraire du fait que votre provider actuel, c'est Electricity Maps. Ça pourra être un autre à un autre moment. Et il va avoir un pouvoir de standardisation pour faire en sorte que les contrats des providers comme Electricity Maps finissent par s'aligner petit à petit à celui du SDK Carbon Aware. Ils vont pouvoir aussi, donc il y a un certain nombre d'explications qui sont assez cool, ils vont pouvoir aussi vous proposer au travers du SDK Carbon Aware un certain nombre de calculs qui seront plus simplifiés que si vous deviez vous les faire à la main, même s'ils ne sont pas très compliqués, en utilisant directement l'API d'Electricity Maps. À l'heure actuelle, de mémoire, il y a 3 fournisseurs d'informations qui sont supportés par le SDK Carbon Aware. C'est sur GitHub. Allez essayer et si vous connaissez d'autres fournisseurs, essayez de les intégrer et puis contribuer. Alors, une fois qu'on a ces outils-là, ces éléments de mesure, on va pouvoir commencer à se poser des questions sur nos batchs. Il y a un premier truc qu'on peut faire avec nos batchs, c'est faire du spatial shifting. C'est-à-dire se dire, en fait, là, je veux exécuter mon batch. Dis-moi, là, tout de suite, où est-ce que ce serait le plus malin de l'exécuter pour en diminuer mon empreinte? Il y a un cheat code qui est de se dire que si vous utilisez des data centers qui sont dans un pays où l'empreinte environnementale de la production d'électricité est de base faible ou très faible, vous avez 90% du résultat avec 5% des efforts. Donc si vous montez par exemple une infrastructure, faites-le dans un data center où l'empreinte est la plus faible. Par exemple, Québec, ça marche très bien, France, ça marche très bien, Suède, ça marche très bien, l'Islande, ça marche très bien. Il y a une deuxième notion qui peut être mise en place, c'est celle du temporal shifting. Le principe, ça va être de se dire, en fait, j'ai mon batch, il doit s'exécuter dans les X prochaines heures, mais je suis à la liberté de le faire. Je vais utiliser des prévisions qui me sont fournies d'empreinte environnementale pour dire, je vais l'exécuter à ce moment-là. Parce que c'est là que j'ai des prévisions qui me disent que mon empreinte sera la plus faible à ce moment-là. Ça va être très utile dans les zones où les périodes de l'année où il y a une variabilité de l'empreinte qui va être forte. Donc par exemple en hiver, l'empreinte environnementale de la production d'électricité est souvent beaucoup plus variable, même en France. Là on était à 17, on monte facilement à plus de 100 grammes. Ça marche aussi pas mal donc en Irlande et en Allemagne où l'empreinte en fait elle varie pas mal parce qu'ils ont des moyens de production qui sont beaucoup basés sur du renouvelable, non pilotable, donc solaire et éolien, qui nécessite d'être compensé par du gaz. Et on l'a vu, le gaz d'un point de vue empreinte, c'est assez important. Donc ça, c'est les principaux outils, les principaux concepts dont vous allez avoir besoin pour mettre en œuvre le nécessaire pour réduire l'empreinte environnementale de vos batchs. Donc si j'essaie de résumer, par où commencer? Déjà, c'est quoi le besoin? Est-ce qu'il y a besoin d'un batch pour réussir à faire ce dont vous avez besoin? Si vous êtes consultant, évitez de commencer la question par un « mais pourquoi on fait ça ?» Le pourquoi a tendance à braquer les gens. Montrez de l'intérêt à vos interlocuteurs que vous souhaitez investir au mieux votre temps, le leur, et puis aussi leurs sous. Mesurez ce qui peut être mesuré. Si vous n'avez aucune idée de l'empreinte environnementale, vous pouvez utiliser la consommation d'électricité comme proxy sur les batchs. Vous n'allez pas pouvoir faire des améliorations. Et si la meilleure solution, c'est un batch,
Dans un environnement qui est déjà engagé dans de la réduction d'empreintes environnementales, etc., commencez par là où il y a le plus d'impact. Parce que vous aurez déjà des soutiens autour de vous pour faire en sorte de réussir ce sujet-là. Si vous êtes dans un environnement qui est réfractaire, commencez par un quick win qui va combiner à la fois une réduction des coûts, on va parler de FinOps, etc., mais aussi une diminution de l'empreinte environnementale. Si vous diminuez le nombre de machines que vous utilisez et que vous faites en sorte que ce soit dans des data centers français plutôt que polonais, vous allez vous faire des amis. Et si vous êtes dans un environnement qui est en tâtant le truc, vous avez l'impression que c'est bon, on s'en fout un peu, mais il n'y a pas d'opposition, commencez par un quick win sur l'empreinte et faites en sorte de rendre visible le fait que vous mesurez l'empreinte environnementale, même si c'est juste par le biais de le truchement de la consommation d'électricité, parce que c'est ce qui va vous permettre de démarrer une dynamique. Et pour aller encore un peu plus loin, je vous suggère la formation qui est montée par la Green Software Foundation en partenariat avec la Linux Foundation, qui s'appelle la LFC 131, Green Software for Practitioners, qui va vous donner vraiment les bonnes bases pour avoir une approche très pragmatique et pertinente sur comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir diminuer l'empreinte environnementale, pas seulement des batchs, mais aussi du reste. Elle est gratuite et elle prend quelques heures à suivre, à comprendre, à assimiler et à avoir la certification ensuite. Et pour aller encore un cran plus loin, je vais reprendre mesurer ce qui est mesurable en complétant, en disant rendez mesurable ce qui ne l'est pas. Il y a encore énormément de travail à faire sur le fait de réussir à rendre mesurable et faire en sorte que toutes les métriques soient disponibles, notamment quand on est dans des environnements managés, genre Kubernetes, chez des clouders. L'association Boavista, en fait, monte des groupes de travail justement pour faire en sorte de militer pour obtenir des métriques, que les métriques soient exposées, pour créer les outils pour faciliter la mesure, faire en sorte de collecter les informations, les mettre à disposition et avoir quelque chose de cohérent et d'utilisable par le plus grand nombre. On est sur un sujet qui est malgré tout encore naissant, donc on a besoin de toutes les forces vives pour faire avancer. C'était tout pour moi. Je serai très friand de vos retours en utilisant le QR code qui est ici, surtout si vous n'avez pas aimé. Ça m'intéresse. Merci.